Bien, je vous remercie. Nous allons reprendre. Alors, tout d'abord, je vous présente, je remercie Mimi Lempicka, qui est ici, créatrice de costumes, Anne Sebel, chef décoratrice en cinéma aussi, et Françoise Limrige, qui est au département documentation et traitement des dessins et des collections de la Cinémathèque. Voilà, donc merci à elle d'être venue et je vous propose après une rapide présentation où je les solliciterai sur quelques questions d'intervenir directement puisque vous avez cette possibilité, cette opportunité d'échanger avec elles sur leur métier de cinéma ou en tout cas de pérennisation pour Françoise du cinéma sur cette grande histoire. Donc merci Mimi Lempicka. Donc toi tu commences par être au départ plasticienne avant de te fonder sur, puisque tu as fait les Beaux-Arts. Oui, en fait, j'ai surtout étudié aux Beaux-Arts et j'ai essayé d'aller vraiment plus profond dans ma démarche, et puis qui était effectivement une démarche de plasticienne, mais c'était déjà un accès au costume, à la narration et aux personnages. Et en fait, c'est plus en termes de formation, mais finalement, j'ai démarré très très vite sur le long métrage et je voulais vraiment faire ça, donc j'ai démarré très vite là-dessus. Je voulais vraiment faire des costumes, des personnages et travailler sur des films et dans le cinéma. Et en fait, je crois que tu viens au départ un tout petit peu de manière indirecte parce que, de ce que j'ai lu de ta biographie, tu t'intéresses très vite à la question, après les Beaux-Arts, de la question du personnage et notamment sur sa personnification par le costume, l'accessoire et cette relation évidente parce que tu travailles sur c'était sur une écriture à Avignon. C'est ça, sur... C'était déjà... Ah oui, merci. C'était déjà... En fait, oui, c'est l'identification des personnages et c'est déjà raconter des histoires avec des personnages. Et à Avignon, ce qui s'était passé, c'est que j'avais présenté une écriture-couture, disons, des sortes de panoplies qui racontaient des personnages. C'était une Odyssée matelassée et après, ça a donné lieu à une spéléonaute, à des choses comme ça. C'est ce qui m'a permis de rencontrer Luc Besson ensuite, parce que chaque fois, il y avait un choix de matériaux spécifiques et la spéléonaute, c'était en néoprène et ça m'a guidée vers Luc et vers la création de costumes subaquatique sur le Grand Bleu, mais effectivement, c'était déjà identifier des personnages au travers de ce qu'ils avaient pu être, raconter, leurs costumes, leur apparence, leurs accessoires, leurs carnets, ces choses-là. Oui. Et je pense que c'est une chose qui est très intéressante parce que quand on regarde ta filmographie, les réalisateurs avec qui tu as travaillé, il y a beaucoup de fidèles. En fait, très souvent, tu es recontacté dans cette espèce d'esprit d'équipe où tu vas travailler non seulement avec Claude Lelouch, mais aussi avec Samuel Benchetrit, Albert Dupontel pour les derniers films. Et pour le coup, on sent que ton rapport au personnage et à l'écriture et à l'histoire et à raconter une histoire cinématographiquement, tu es dans cette démarche-là avec justement cet apport pour le réalisateur. Oui, en fait, moi, je dis toujours que le costume, c'est un critère narratif. On est là pour enrichir l'image et construire une image avec le réalisateur, avec le chef décorateur, le chef opérateur également. Vraiment, on est là pour faire l'image de ce film-là et traduire la vision du réalisateur une fois qu'on a lu le scénario, qu'on l'a aimé, qu'on a accepté de faire le film. Effectivement, c'est se plonger dans la traduction de cette vision-là, de cette histoire-là. Et les costumes sont là pas d'une façon gratuite et mécanique, ils sont là pour traduire un comportement, une identité, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est en collaboration directe avec le réalisateur et avec sa vision, sa propre philosophie du film. Chaque film, qu'on fasse même 4 contemporains, on fera 4 contemporains différents. En fait, chaque film a sa propre identité. Donc oui, c'est un travail très très proche. Enfin, on est vraiment très proche avec le réalisateur. Et quand on démarre effectivement le travail, on est même en direct et quelquefois en tête à tête, quoi, sur des lectures, sur des présentations, avant même d'être en équipe, quoi. Oui. Et sur cette question-là, effectivement, il y a une chose sur laquelle on avait discuté, mais aussi avec Marie-France,
qui est créatrice de costumes, justement, puisque quand je l'ai abordée, je lui ai dit, alors vous êtes chef de costumière. Elle m'a dit, ah non, pas du tout. Je suis créatrice de costumes. Aux États-Unis, on dit costume designer, mais je revendique absolument le fait de ne pas être chef costumière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Et justement, moi, je pense que c'est parce qu'il y a cette volonté, effectivement, d'être proche et dans la singularité du personnage, et qu'il s'identifie de toute façon dans tout espace de représentation visuelle vers un public, justement sur cette force et cette existence dans le travail de l'actorat. Oui, on défend une esthétique à ce poste. En fait, ce poste-là, c'est le chef du département, c'est la tête du département costume. Et costumier, c'est un terme générique pour tous les métiers du costume, parce qu'il y a les métiers du costume en amont, en pré-préparation, en préparation, en tournage. Donc, il y a des tas de postes différents. Chef costumier, c'est presque plus une assistante de la créatrice et surtout une organisatrice ou quelqu'un qui va peut-être constituer l'équipe et gérer une grande organisation du projet. La créatrice de costumes est à la tête du département et c'est vrai que on est responsable de l'esthétique, de la création des dessins, des maquettes, des idées, de la palette. On est en rapport direct, on est en direct avec le réalisateur. Donc en fait, dans ce département, il y a beaucoup de costumiers et chaque costumier, il y a des noms différents, effectivement. Sur le tournage, ça va être des habilleurs, ça peut être l'habilleuse senior, l'habilleuse junior, la stagiaire, etc. Tout ça, c'est le même département. Mais la créatrice de costumes est à la tête et effectivement défend l'esthétique, ça c'est sûr, et dirige le département. Et pour toi, Anne, toi tu es diplômée de l'école spéciale d'architecture de Paris. Et donc, tu viens par l'univers de l'architecture très rapidement au cinéma. Est-ce que tu assures la codirection du département de décor de la FEMIS. Et sur ce parcours qui est plus institutionnel, en tout cas d'une institution, vers le travail sur les plateaux, justement ta relation par rapport à cette question de l'écriture aussi et de la mise en existence d'un espace qui va faire vivre une histoire. Moi, je suis arrivée au cinéma un peu par hasard en fait. J'ai raté mon bac, donc je suis pas allée faire médecine. J'ai suivi mes copains en architecture et au bout de 3 ans d'architecture, j'ai un ami qui s'occupait de la censure des scénarios. Il m'a dit, vous voulez voir un décor, aller sur un plateau. Et là, j'ai découvert, en allant sur ce plateau, qu'il y avait tout un département que je ne connaissais pas, donc celui du chef décorateur et de toute l'équipe de décoration, qui faisait en fait ce que moi je faisais petite avec mes cousins, créer des univers, monter des pièces, filmer, faire des choses comme ça. Je me suis dit, mais c'est formidable, c'est ce que je vais faire, parce qu'en plus je serai payée pour m'amuser. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans le cinéma. C'est pas vraiment l'architecture, on peut arriver par d'autres moyens comme la FEMIS ou d'autres écoles d'art. Donc et j'ai découvert tout un univers que je connaissais pas de ce côté-là. Mais comme Mimi, le travail que je fais, c'est de mettre en image un scénario, parce que c'est la base de notre travail, c'est toujours ce scénario, c'est toujours un réalisateur qui a une vision, essayer de rentrer dans son univers et dans l'univers de la narration du film en y apportant ma touche personnelle et en essayant de créer tout cet aspect visuel du film en collaboration avec la créatrice des costumes, le directeur de la photo et tout ça. Mais c'est aussi créer cet univers. Et alors Mimi les habille, mais moi je crée l'écrin dans lequel ils vont se mouvoir et vivre leur histoire. Donc c'est aussi se mettre dans la peau du personnage, lui imaginer une vie en dehors de celle qui est dans le scénario. Ça va avoir des petites, des histoires parallèles qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Non, tout à fait. Et comme quoi, c'est vraiment une histoire d'équipe. Le cinéma, en tout cas sur sa fabrication et sa réalisation. Disons que c'est carrément du collectif. Encore plus que ça, c'est vraiment collectif.
Et alors, justement, nous avons eu l'opportunité, grâce à Françoise, d'avoir des éléments que Anne et Mimi ont déposés à la Cinémathèque sur différents films que je vous propose qu'on regarde tout de suite. Et grâce à Françoise et son intervention, nous avons cette possibilité d'avoir justement des éléments de recherche, de travail, avant la fabrication tant des costumes que des décors, pour avoir une finalisation en images possible. Donc je me permets tout de suite de vous envoyer cette série où on voit le travail d'architecture pour Anne. Alors là, c'est sur un film, c'est Magic in the Moonlight de Monsieur Woody Allen, où on est sur à la fois les plateaux, les studios, avec les mises à l'échelle. Pour ceux qui m'ont en cours, je dis toujours qu'il faut toujours dessiner à l'échelle pour savoir comment éclairer, est-ce qu'on a les bons espaces pour la distance de la caméra, quel est l'objectif qu'on va pouvoir faire. Là, vous voyez, c'est bien là. Ensuite, c'est les élévations. Donc, quand je parle d'un plan au sol, ben voilà, on en a une concrétisation avec, là, pour le coup, l'élévation du plan au sol. Et puis là, c'est par rapport à la première séquence du film, où il y avait tout un décor sur une scène où le magicien faisait disparaître un éléphant sur scène. Donc c'est l'histoire de la boîte d'illusion. On est presque sur... voilà. Et avec la concrétisation des décors, comme on a vu dans le pictogramme d'avant, justement toujours dans ce rapport à l'échelle de sa construction, sa faisabilité, et le caractère très dessiné de la question, avec là, pour le coup, je ne vous le dévoile pas plus longtemps, le tour qui doit rester mystérieux et magique. Et vous voyez que le travail est certain, parce que c'est à la fois pour les techniciens, hein, je ne dis pas de bêtises, Mimi, pour tous les ensembliers, mais aussi pour la détermination de la concrétisation du décor qu'a pensé à un moment le réalisateur, mais comme il n'en est pas le dessinateur, justement tous les corps d'équipe travaillent sur cette conception et cette réalisation. Et là, j'ai pris un autre pictogramme, puisque ce qui était intéressant aussi, c'est que l'élément du décor n'est pas que le décor en 3D, mais aussi un élément du décor, et notamment l'affiche du magicien, que l'on voit un peu plus près dans le décor, avec tout son travail de construction justement sur la maquette, de mise en fabrication de cet élément qui va être apporté, si je ne dis pas de bêtises, sur l'Opéra de Nice. Ouais, c'était ça. Et toujours cette force de travail qui amène à faire qu'il y ait un moment dans l'image, la chose existe. Et là, ce qui était intéressant, c'était sur la conception aussi de l'affiche. Donc le décorateur n'est pas que... il est aussi un affichiste, parce que ça va jusque-là, avec la recherche, avec sans les foulards, les éléments aussi pris au détail. Et ça, c'est très beau, parce que ça me rappelle le travail aussi de Pierre, qui était comme ça. Et justement, sur toutes ces recherches, puisque Françoise a une partie des éléments de la fabrication du film de mon oncle. Et c'est pour ça que je voulais le remontrer, justement, sur cette force d'aller jusqu'au bout, au geste précis, à la couleur précise, qui va travailler sur cette affiche qui est dans un décor qui va être filmé, éclairé et filmé. Et la robe, c'est une vraie... La robe la créatrice des costumes qui nous a donné l'image de la vraie robe. De la vraie robe. Donc, sur toutes ces étapes de recherche, avec les mood boards dont on vous parle très souvent quand vous présentez des dossiers en master de création. Ça va aussi jusqu'à l'accessoire, là pour le coup, et l'élément de décor, le meuble. Et sur toutes ces étapes de recherche. Et là maintenant, je m'arrête là parce que nous allons passer bientôt au costume, mais vous voyez que les étapes de fabrication, nous ne sommes plus dans le même film à la même époque, mais il y a aussi ce travail de recherche. Bon, on va le continuer parce que autant aller jusqu'au bout, oui. Et on en reparlera après. Donc là, c'est sur Nikita. La recherche et la création du costume, du premier costume Anne Paris dans la première partie du film, avec aussi des éléments sur les figurations des policiers. Non, c'est la création, c'était le début du GIGN et c'était la première fois qu'on pouvait faire des policiers. Enfin, dans Nikita, les policiers sont très agressifs.
La violence vient de là. C'est le ressort du début du film, justement. C'est l'agressivité et la violence des flics. Il fallait donc créer des flics extrêmement offensifs. Et les policiers à l'époque, de cette époque-là, enfin, on est dans une légère anticipation, mais les policiers ont toujours été dans des uniformes assez classiques. Et là, c'était la première fois qu'on pouvait créer quelque chose, puisqu'on était dans l'anticipation et que c'était une demande du réalisateur. Donc moi, je suis allée rencontrer le commandant Proutot, qui est le fondateur du GIGN, et on a essayé de travailler sur tout est fabriqué sur Nikita, et les uniformes, pour la première fois, on avait des uniformes noirs, hein, extrêmement offensifs, avec toute l'accessoirisation, et tout a été créé avec des chasubles et des choses qui n'existaient pas à l'époque, pour que ce soit des policiers très offensifs dans le look, justement, quand ils interviennent à l'image et qu'on en ait peur. Hein. Donc tout ça, ça a été un travail les maquettes, il y a toujours plusieurs maquettes par personnage. Et c'est pas seulement des figurants, c'est des silhouettes extrêmement importantes dans le film. Donc il fallait vraiment qu'il y ait un accent là-dessus, une création, et qu'on mette l'accent là-dessus, en fait, parce que ça raconte. Ça raconte ça, justement. Donc là, c'est les maquettes. Les maquettes, je dis toujours, c'est un langage pour qu'on se comprenne entre nous, que le réalisateur puisse valider. C'est aussi un langage pour les acteurs, pour qu'ils puissent savoir ce qu'on va leur proposer. Et c'est un langage pour les ateliers, parce qu'ils ont un dessin de ce qu'ils vont réaliser. Donc en fait, la maquette, elle sert à plein de choses, en fait. Elle est fondamentale. Alors là, c'est sur le film Clo-Clo, où même chose, la recherche est un peu plus récréative que la maquette précédente, mais sur la typification aussi de costumes des Claudettes. Ouais, alors. Ah pardon. Non, ça va ensemble. Alors ça, toutes les chaussures ont été fabriquées pour le film. En fait, le film, c'est Clo-Clo, mais le sous-titre, c'est le destin d'un chanteur populaire. Et en fait, ce qu'on racontait sur Clo-Clo, c'était que ce chanteur, il allait à 300 à l'heure pour tout, dans le in et dans le off, aussi bien sur scène que dans sa vie privée. Donc nous, au costume, on a cherché à tout fabriquer, aussi bien les chaussures que les costumes, pour qu'ils puissent être tellement à l'aise et qu'ils puissent être à 100 à l'heure tout le temps dans tous ses mouvements, ses comportements, ses déplacements. Et c'est ce que je dis toujours par rapport au costume, c'est pas juste une apparence ou une fringue, évidemment, c'est surtout pas une fringue ni un vêtement, mais c'est un comportement. Et pour l'aider dans son comportement de Clo-Clo, justement, il fallait que tout soit à ses mesures. Et on est allé, évidemment, étendre ça au tableau. Ça, c'est un tableau de TV, 1972, sur la chanson Belinda. Donc, c'est évidemment les Claudettes. Et de la même façon, on a fabriqué toutes les chaussures pour créer une harmonie et que tous les personnages soient à la même hauteur. Donc, de cette façon-là, on a changé tous les talons pour que toutes les danseuses soient toujours à la même hauteur autour de lui et qu'il y ait une harmonie dans le tableau. Par exemple, voilà. Oui. Les tâches de mes maquettes, c'est bien. Donc là aussi, force de travail sur la recherche. Les sélections. Les palettes. Oui. Alors là, on est sur le chant du loup. Et ce qui m'intéressait là aussi, c'était toute la démarche de comment rendre à l'image finalement cette force militaire de la marine et revenir justement sur tous les éléments qui vont caractériser et amener le personnage à l'évidence, en tout cas l'acteur à l'évidence du personnage. Et ça, il faudrait la maquette du SN. Ouais, il y a le SNA et il y a le SNLE, l'autre maquette en fait. Voilà, qui va venir après ça. Voilà. En fait, il y a un contraste entre les deux sous-marins. Le premier sous-marin, le SNA, c'est le sous-marin nucléaire d'attaque. Et le SNLE, c'est le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est-à-dire c'est le porteur de missiles. Et ce qu'il fallait créer là, c'était... Bon, là, on est aussi sur un film de légère anticipation. Le Chant du Loup, c'est un film d'anticipation. Et on s'est appuyé sur le réalisme de la Marine nationale, mais tout est retraité par nous, c'est-à-dire que les combinaisons sont retraitées, les accessoires sont retraités, les patchs sont dessinés et brodés et recréés. En fait, on s'est approprié tous ces uniformes pour donner du réalisme, c'est-à-dire qu'on veut toujours être crédible dans ce qu'on fait, mais ce n'est pas copié intégralement sur la réalité de la Marine nationale. Et donc, en fait, tout a été redessiné. Et ça, ce sont des pages, les t-shirts, et les contrastes entre les deux sous-marins, c'est juste pour... Ça, c'est réaliste, ça existe. C'est-à-dire que le SNA, c'est ce qu'on appelle un peu les pirates. Ils sont très, très fiers de toute leur mission et ils sont un peu
destroy. Les patines sont dingues, ils portent jamais de façon réglementaire leurs costumes, ils s'en foutent, ils sont vraiment hors normes. Et le SNLE, c'est le fleuron de la Marine nationale, c'est le cordeau, ils sont vraiment extrêmement rigides. Et donc tout était bleu marine. Et pour les autres, tout pouvait être coloré et déglingué. Et ça, c'était des designs de t-shirts. Donc Saturne, ça c'est le symbole de l'Albertine, la librairie française à l'ambassade aux États-Unis, parce que Antonin Baudry a été diplomate. Antonin Baudry, c'est réalisateur, a été diplomate. C'est lui qui a fondé cette librairie. Donc par clin d'œil, voilà, c'est pour dire aussi que quelquefois dans les films, on glisse des clins d'œil. C'est un clin d'œil pour ça. Voilà, et ainsi de suite. Quoi. Voilà, et ceux-là, on est sur... Et ceux-là, c'est celui du SNLE, ce sont les noms des sous-marins. Les sous-marins, l'effroyable. Voilà, l'effroyable, par exemple, oui. Avec des devises et tout ça, voilà. Et là, on arrive c'est sur Au revoir là-haut. Oui. Et donc, toute ta recherche, parce que on a la chance aussi que tu viens de faire publier un livre qui s'appelle « Les costumes font leur cinéma » à partir de carnets que tu as recréés et qui vient de sortir chez Le Chêne EPA. Et sur cette volonté, justement, sur cette pérennisation de garder... Parce que j'ai eu la chance de découvrir chez toi ton atelier de travail qui est fantastique. Mais ta démarche aussi, au-delà du cinéma, c'est de se dire aussi, quelque part, de garder, de pérenniser et finalement d'en créer des carnets qui sont très intéressants dans cette démarche où le travail ne s'arrête pas à un film, puisque je pense que toutes les deux, vous aussi, vous gardez beaucoup par-devers vous, comme un réalisateur peut le garder aussi, parce qu'il a besoin de se nourrir et finalement... toi d'enchaîner des carnets pour avoir une trace et pas forcément que ce soit dans des tiroirs, je pense. Alors, ça, le livre, c'était un peu ça, c'était pour donner à voir comment on se promenait au travers des personnages et comment on pouvait créer des costumes. C'était amener le lecteur par la main dans cette promenade cinématographique. Donc ça, c'était le but de faire le livre. Après, les carnets, ils ont une fonction, c'est-à-dire qu'en fait, sur un dossier costume qu'on fait au départ en préparation, il y a à peu près 70 maquettes, on va dire, en moyenne, et moodboard, dessins, maquettes, etc. Et c'est vrai que quand on arrive à la synthèse idéale et surtout à la cohérence, on cherche la cohérence tout le temps. Quand enfin on pense être cohérent, c'est pas sûr qu'on le soit, mais on pense l'être. Je transforme ça en tout petit carnet. J'appelle ça une charte, c'est-à-dire que j'estime que c'est ma charte de tout le long du film. C'est-à-dire qu'elle va être dans la poche de toutes les personnes de mon département, du réalisateur, et voilà, c'est ma charte au costume, et c'est ma référence vraiment tout du long, c'est le fil rouge en fait. Mais c'est comme ça que je me suis mise à garder ces choses-là, effectivement, et que ça existe. Et effectivement, je garde tous les dessins et toutes les maquettes. Mais les carnets, au départ, ils ont la fonction d'accompagner le film avec toutes les idées de départ, parce qu'on ne retourne pas forcément au mood board en cours de film, en fait. C'était pour ça. Et ça, c'est pour raconter que moi, je veux tout traiter jusqu'aux figurations. Je trouve que les arrière-plans sont fondamentaux, qu'on ne peut pas traiter le premier plan et négliger l'arrière-plan, qu'il faut tout traiter, que tout doit être traité à l'image. Et donc, en général, je peins les figurations pour placer les couleurs et puis placer un peu les personnages. Et puis, ça nous est arrivé de monter sur des échelles et de répartir les personnages selon les couleurs sur un tableau pour construire le tableau idéal. Voilà. Il faut s'entendre avec le premier assistant mise en scène, prendre le temps de le faire, pas trop énerver le réalisateur qui patiente, mais ça vaut le coup. Parce que du coup, ça fait des arrière-plans traités, des figurations traitées qui enrichissent forcément l'image. Quoi. Ouais. Alors donc là, on a d'autres éléments. On a celui-là déposé à la Cinémathèque. Oui. Il est beau. Il est magnifique. Et donc, le souci du détail de la recherche qui est formidable, avec aussi, justement, des constitutions où, par effet de collage, tu es en recherche sur, justement, là, puisque on était dans un film d'époque, la recherche et la constitution, justement, de autant la figuration que des personnages principaux. Pardon, tu veux que je revienne avant ? Oui, c'est déjà décalé, c'est-à-dire qu'en fait, sur chaque film, il faut essayer de trouver un intemporel. Il ne faut pas se contenter de traduire une époque, parce qu'une époque, ça peut être très daté, très lourd, ennuyeux. Voilà, c'est juste, mais ennuyeux. Il faut trouver une liberté qui soit plus juste. C'est-à-dire le ton du film. Et là, tout est mélangé, parce que ce qui était intéressant, c'est que de trouver une iconographie
que tout le monde aime, le réalisateur, nous, enfin, pour lesquels on est tous d'accord, pour laquelle on est tous d'accord, mais c'est déjà une opinion, c'est déjà fonder un langage, un vocabulaire, et ça vaut le coup vraiment d'éliminer tout ce qui ne nous plaît pas, ça s'appelle des mood boards, parce que évidemment c'est des collages d'images et tout, mais c'est déjà complètement mélangé. C'est-à-dire qu'Au revoir là-haut, c'est un 1920, mais c'est déjà un faux 1920. C'est complètement décalé. C'est-à-dire que c'est un esprit 1920, mais c'est pas du pur 1920. Et même les coupes des costumes, tout a été fabriqué sur les rôles principaux. Ce n'est pas un fidèle 1920. C'est déjà déplacé, adapté aux morphologies des comédiens, adapté à ce qu'ils font dans le film. Donc déjà, c'est une liberté totale, quoi. Et Albert Dupontel voulait faire un film moderne. Donc on est dans un 1920 moderne. Et tout ça, ça raconte qu'en fait, on s'inspire. Il y a une iconographie, il y a une recherche iconographique, mais il y a déjà une opinion, et il y a déjà des points de vue qui font que on va se servir des autochromes d'Albert Kahn, on va se servir de Lanvin, enfin voilà, on va se servir de plein de choses différentes, et on va guider notre travail en mélangeant tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est en fait, dans ce film, il y a 2 références comiques, puisque je lisais le texte. En fait, Louise, tu recherchais le côté du kid de Chaplin. Ben, c'est-à-dire que chacun, disons que Albert Maillard, c'est Buster Keaton, voilà. La petite, c'est le kid de Charlie Chaplin, et puis Édouard Péricourt, c'est Cocteau. Voilà, j'avais trouvé un axe pour chacun, et je me suis engouffrée un peu sur ça pour essayer de traduire au mieux le personnage. J'avais trouvé comme un axe, en fait, ouais, pour chacun. Donc là aussi sur la création des 2 protagonistes avec Albert Dupontel. Par exemple sur le bleu qu'on appelle le bleu horizon, ça c'est une référence réelle, le bleu horizon de la Première Guerre mondiale. Par exemple, on a fabriqué tous les tissus et on a fabriqué à 4 endroits différents pour avoir des bleus différents. Et comme les bleus étaient différents, ils réagissaient différemment à la patine. Donc c'est pas un film militaire, c'est un film civil, mais l'ouverture du film est militaire. Et cette scène, il fallait qu'elle soit magistrale puisque pareil, c'est le ressort du film, c'est le chien qui apporte un message, qui déclenche la dernière opération qui n'aurait pas dû être déclenchée et qui déclenche l'accident et qui va déclencher l'amitié indéfectible entre les 2 personnages principaux. Donc en fait, ce prologue, il est fondamental. Il fallait que la scène soit réussie, mais vivante. Et donc en fabriquant tous les tissus, on faisait des patines qui réagissaient différemment et de fait, on a une scène militaire, on peut penser que les soldats viennent de partout. De plein d'endroits différents, et ça rend absolument tout vivant. Voilà, c'est des astuces, c'est des réflexions, c'est du travail pour être au plus près du film, quoi. Alors, autre exemple, et là, Buster Keaton, tu l'as réuni. Et tu m'as dit, parce que le personnage porte un canotier, mais il y a un moment où tu lui fais mettre le chapeau quand même de Buster Keaton. Tu as demandé à... En fait, Buster Keaton, c'est venu d'Albert, qui devait faire ce personnage d'Albert Maillard, justement, et qui était normalement un personnage perdu et fragile. Et Albert, physiquement, il n'est pas du tout fragile, il n'est pas du tout perdu. Et donc, c'était un peu difficile de lui conférer de la fragilité. Donc, il a fallu plancher sur le costume pour lui donner ce personnage-là, trouver ce personnage-là. Et c'est vrai qu'en faisant appel à l'iconographie de Buster Keaton, habillé de bric et broc, des trucs trop grands, trop petits, superposés, mélangés, etc. On a fait des essais comme ça avec Albert. On s'est rendu compte qu'Albert pouvait être perdu dans les vêtements et tout d'un coup, il avait cette espèce de... Il nous touchait, et on le rendait fragile. Donc en fait, je me suis aussi appuyée sur Buster Keaton pour le côté bric et broc. Ça correspond à une évolution du personnage où il est un peu mieux habillé vers la fin du film. Mais on a gardé la même coupe de costume pour tous les costumes de ce personnage. Mais on ne les lit pas de la même façon, selon qu'il est en vêtements de travail ou qu'il est en vêtements plus élégants. Mais c'est la même coupe et c'est exactement le même costume tout le temps. Donc c'est un principe presque de costume unique, sauf qu'il y a des couleurs différentes en fait à chaque fois. Et l'histoire du chapeau, oui, parce qu'Albert, une fois, il est vraiment en représentation quand il se rend chez les Péricourt et qu'il va mentir et tout ça. Et pour se donner un peu d'élégance, il met ce chapeau, quoi, pour y aller. Mais c'est vraiment très furtif, quoi. C'était un petit clin d'œil. Ouais, c'était un clin d'œil. C'était mon plan. J'ai fabriqué le chapeau sur mesure, j'ai même fait une forme parce qu'il n'existe pas. Donc j'ai même fait fabriquer une forme, un chapeau pour un plan et c'était mon plan. Hein? Tu t'éclates en fait.
J'arrive à convaincre, c'est pas forcément s'éclater, mais arriver à convaincre, c'est déjà une force, ça c'est pour vous tous. Hein. Arriver à convaincre, c'est une compétence, hein, il faut la développer. Hein. Il faut sacrément la développer. Hein. Et alors, pour en arriver à toi, Françoise, parce que voilà, les éléments tous les éléments qu'on vient de voir, mais ce ne sont pas les seuls, servent à la fabrication, à la création d'un film, à sa réalisation. Mais il y a toujours la question après de que devient les éléments. La conservation. La collecte. Et la pérennisation. C'est-à-dire savoir remontrer justement cette force de travail. Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés par le biais de Pierre qui faisait cette donation des dessins. Et j'en ai compris l'importance, parce qu'au départ, effectivement, la Cinémathèque, pour moi, était un réceptacle aux films, aux écrits, à la diffusion de films qu'on ne verrait pas, parce que l'exploitation n'était pas faite par des distributeurs. Mais finalement, ça va au-delà, et je pense que comme le cinéma a une histoire, l'histoire de ce collectif doit être aussi pérennisée. Et je t'en remercie, Françoise, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, bah oui, les dessins partent bien dans un bel endroit, ça va. Ce qui n'était pas facile. C'est quand même grâce à Henri Langlois et Franju et Mitry, donc qui créent la Cinémathèque en 1936, effectivement pour sauver les films à la base, puisque le cinéma était un art forain et ensuite on a vendu au poids en fait tout ce qui constituait les films. Donc il s'est mis à collecter tout ça parce que c'était vendu ou jeté. Mais il a aussi eu l'idée, parce qu'il voulait faire un musée, en fait, un musée du cinéma, sur le modèle d'un musée d'art, en fait, de garder tout ce que les décorateurs, de tout ce que les techniciens réalisateurs, toutes les archives de toutes ces personnes qui faisaient les films, donc l'œuvre finale. Donc il a gardé tous ces documents qu'à la Cinémathèque on appelle non-films. Donc il a une collection d'ouvrages, de périodiques et de dessins. Et ça, c'est très rare, puisqu'il n'y a pas de dépôt légal, hein, c'est des documents originaux. Donc ça veut dire qu'il faut les collecter, il faut connaître les personnes qui les font. Il faut, donc tout ce réseau-là, il est entretenu depuis les années 30, évidemment. Donc il a beaucoup travaillé avec Lotte Eisner, Henri Langlois. Puisque elle était universitaire, journaliste, et donc il l'a renvoyée en Allemagne, par exemple, pour collecter tous les dessins des décorateurs allemands. Donc il y en a d'ailleurs aussi beaucoup qui en ont refait. Ça, c'est aussi un pan qu'on ne connaît pas forcément de l'histoire de la Cinémathèque, puisque cette collection des dessins, elle est essentiellement constituée donc, de ce fonds d'expressionnistes allemands, des dessins de Georges Méliès, et en majorité de maquettes de décors, mais aussi de maquettes de costumes, et puis d'œuvres finalement de peintres, d'artistes, puisqu'il était quand même très proche des artistes et qui voulait à la base faire un musée d'art quand même, sur le modèle d'un musée d'art. Donc tous ces dessins, on les collecte, on continue à les collecter, donc par le biais d'un réseau. Donc là en l'occurrence c'est Anne qui va présenter Mimi. Et puis ensuite c'est des histoires, puisque les personnes sont d'accord ou pas pour donner. Ensuite l'idée c'est quand même que ce soit elles qui choisissent et elles ensuite qui documentent ce qu'elle donne. Et tout ce que fait Mimi aujourd'hui et Anne, c'est d'expliquer pourquoi c'est là, à quoi ça sert. Nous, notre rôle, c'est de préserver, de conditionner, de faire restaurer si c'est abîmé, et ensuite de donner à la valorisation, donc de prêter, puisque la Cinémathèque prête beaucoup toutes ces collections non-films, donc dans le monde entier, ça part partout. C'est gratuit et ça permet de faire connaître le travail en fait des techniciens du cinéma, le travail dessiné, qui pour nous a aussi une valeur esthétique. Et donc, à la fin du mois d'avril, je rebondis, il va y avoir 2 journées d'organisées par des universitaires autour du dessin de cinéma qui finalement aident aussi à promouvoir toute cette valeur esthétique qu'ont ces éléments. Pour moi, en tout cas, à nos yeux, c'est pas uniquement des documents qui documentent ou des documents qui servent à communiquer sur un tournage, comme tu le disais, Mimi, mais c'est aussi des éléments qui, pour nous, ont une valeur esthétique et qu'on peut mettre en scène dans des musées. Enfin, je veux dire, on a montré des choses à Orsay, on a montré des choses au LACMA, au musée américain qui a des collections d'expressionnisme, d'artistes expressionnistes, avec l'expressionnisme allemand. Donc je veux dire, on a toujours des passerelles qui se créent entre le monde de la peinture et du cinéma.
Alors, je voudrais revenir sur ton parcours, parce que toi, tu es diplômé de l'école du Louvre, tu as un master sur des régies des œuvres, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises, tu as un DESS aussi de direction de projet et de médiation, et tu as une maîtrise en documentation audiovisuelle de Paris 8. Mais aussi en cinéma de Paris 3. Ah oui, Paris 3. Pardon. Ouais. J'ai commencé par là, en fait. Ouais. Oui, l'histoire, c'est que j'ai commencé à Paris 3 en études de cinéma classique. Et puis à l'époque, il y a la bibliothèque du film qui s'est créée. Donc c'était une bibliothèque qui était censée réunir donc les collections justement non-films, dont je parlais à l'instant, de la Cinémathèque française, de la FEMIS et du CNC. Et donc moi j'ai commencé par travailler au service des archives à la bibliothèque du film, qui existe toujours aujourd'hui, c'est la bibliothèque de la Cinémathèque, elle a gardé son nom. Donc à l'époque je faisais des études de cinéma, j'avais pas fini et j'ai terminé en travaillant. Donc j'ai fait cette maîtrise de cinéma. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise de documentation, effectivement, à Paris 8, puisque, en fait, j'étais censée être archiviste, documentaliste, je savais pas trop. Et puis ensuite, j'ai fait de la médiation culturelle, un DESS de médiation culturelle, puisque un service de médiation culturelle s'est ouvert à la bibliothèque du film. Et il y a quelques années, en fait, après 20 ans de travail sur les collections d'art graphique, j'ai fait ce qu'on appelle une VAE, que vous êtes trop jeune, une validation des acquis d'expérience qui m'a permis d'obtenir un diplôme de l'école du Louvre en régie des œuvres et conservation. Donc, voilà. Donc, comment vous faites pour trouver du travail? Voilà. Ouais, en 90, stage au Cahier du cinéma, aux Archives françaises du film, à l'Institut national de l'audiovisuel. Et puis tout s'est enchaîné. Et c'est vrai que cette bibliothèque du film se crée à l'époque et c'était une opportunité. Mais ensuite, finalement, ce que j'ai fait ensuite, c'était s'adapter aussi au marché du travail, quelque part, puisque la médiation culturelle, c'était en les années 2000, ça n'existait pas avant. Enfin, ça semble un peu dinosaure de dire ça, mais à l'époque, il n'y avait pas. Et la régie, c'est un métier qui s'est créé il y a une vingtaine d'années aussi. Donc ça c'est des choses en plus. Et ensuite, aujourd'hui, on trouve du travail de médiation culturelle, de régie des œuvres. Moi, j'ai pris beaucoup de stagiaires qui sont régisseurs aujourd'hui. Donc, puisqu'il y a un peu tous les aspects, en fait, finalement, dans le travail que je fais aujourd'hui. Donc, moi, je dirais que c'est faire des stages quand on vient de la fac, parce que j'avais finalement une formation universitaire. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait de grande école, entre guillemets. L'école du Loup, ça a été après, quoi. Mais j'ai pas vraiment le pouvoir d'embaucher qui que ce soit. Dommage. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de filles. Donc, en sortant de l'école, je suis rentrée par la petite porte et j'ai appelé les 10 décorateurs qui étaient des hommes. Et je leur ai demandé, justement, de faire des stages. Donc, j'ai commencé comme ça, en appelant les 10 décorateurs avec lesquels j'avais envie de travailler. Et je me suis levée très tôt parce que le premier m'a dit bonjour, rendez-vous à 6h30 le matin. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et après, comme je venais de l'architecture et que je savais dessiner, j'ai été beaucoup plus vite. Je suis passée très vite deuxième assistante à la planche à dessin, à dessiner à l'époque. Et puis assez vite comme première assistante. Et après, j'ai rencontré... je parlais anglais. Enfin, je crois... j'ai fait 3 ans d'anglais, mais on m'a demandé si je parlais anglais. J'ai dit oui. Et là, toute ma carrière anglo-saxonne s'est ouverte parce que je parlais anglais, que j'étais aussi... je crois que c'est parce que j'étais une femme aussi. Il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient anglais. Donc, j'ai fait un peu tous les films qui venaient en France où on avait besoin d'un assistant qui parlait anglais et qui savait dessiner. Voilà. À l'heure actuelle, vous pouvez... C'est pareil, par les stages. Et puis... être ouvert, parler beaucoup, aller rencontrer des décorateurs, aller dans les ciné-clubs des décorateurs pour rencontrer des gens, et puis voilà, être curieux, et il faut y aller, quoi. Si vous avez envie, je crois qu'on y arrive toujours quand on a vraiment envie de travailler, quel que soit le moyen, mais c'est vraiment assez rare qu'on démarre comme chef déco sur un long métrage. Par contre, vous pouvez faire des projets d'école, aider des élèves à la FEMIS, faire des courts-métrages, ça c'est faisable aussi. Comme ça, vous apprendrez. L'expérience est importante dans mon métier, parce que c'est assez difficile, j'imagine, pour Mimi aussi.
Alors moi, en fait, comme j'ai commencé à raconter tout à l'heure, le fait de faire déjà des expositions après le diplôme des Beaux-Arts et après mes études, de faire déjà des expositions de mon travail personnel, ça a créé une rencontre assez magistrale. C'était une carte de visite incroyable. Donc moi, j'ai enchaîné à partir du Grand Bleu, mais aussi parce que je me suis trouvée complètement passionnée par ça et j'avais des choses à raconter de cette façon-là. Donc ça, j'ai enchaîné. Mais effectivement, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que moi, je prends des stagiaires, en général diplômés. C'est-à-dire, je fais pas auto-école à la base. Je veux que les gens aient déjà un bagage, quoi. Donc, soit l'ENSAT de Lyon, soit un diplôme de cinéma, soit des choses comme ça. Mais effectivement, je prends des stagiaires sur chaque long métrage. Et ça, c'est depuis toujours. J'ai toujours fait ça. Et effectivement, c'est une très bonne façon d'entrer dans le métier, de montrer ce qu'on sait faire. Et je dirais un peu comme Anne, ce qui est fondamental aussi, c'est d'avoir une pratique personnelle en parallèle des stages et tout ça. C'est de chercher à être assez personnel, à essayer d'être... faut essayer d'être singulier, d'avoir ce qu'on appelle une démarche, quoi, tout simplement artistique. Ça, c'est très, très important de développer sa propre pratique et sa propre démarche. Et ensuite, effectivement, chercher des stages, c'est à la fois montrer ce qu'on a envie de faire et puis participer et faire des rencontres. C'est un petit peu ça que j'aurais envie de dire. Lorsque vous parlez de démarche artistique et vous disiez que vous travaillez avec d'autres personnes, toujours avec les réalisateurs, en fait, ma question c'était comment est-ce que vous apportez votre point de vue? Quel est votre point de vue dans une œuvre qui est écrite et comment oser en quelque sorte de donner son opinion et d'avoir une propre démarche alors qu'on a peut-être un réalisateur plus réticent en face. Voilà. Alors, on est choisi, hein, c'est-à-dire quand un réalisateur vous propose de lire son scénario, c'est déjà qu'il a envie de travailler avec vous au départ, hein, quand même. Après, quand vous lisez le scénario, vous pouvez l'aimer, l'apprécier. Le scénario peut déclencher une très grande inspiration, une très grande passion, et du coup, déjà, vous avez envie d'aller vers ce réalisateur, c'est-à-dire que il y a déjà forcément un climat, on va dire, hyper positif, en fait, entre le réalisateur et les techniciens qui sont choisis. Et oser, on est payé pour ça. Hein. On est payé pour suggérer. Hein. On est payé pour avoir des idées. On est payé pour enrichir, alimenter, apporter et faire tout ça. On est payé pour ça. Donc, en fait, c'est notre boulot. C'est notre boulot d'oser. Et d'apporter des choses, et surtout quand on est en début de préparation, c'est le moment ou jamais de penser qu'on fait un James Bond ou je sais pas quoi, quitte à être ramené à une réalité différente après, mais c'est le moment ou jamais de lancer 1000 idées à la seconde, parce que c'est ce qu'on vous demande en fait. Donc nous, on essaie de cultiver ça et d'alimenter ça aussi, quoi. Tout à fait. Et je voudrais rajouter un truc, non seulement on est payé pour avoir des idées, mais quelquefois, on a des idées qui peuvent... moi, ça m'est arrivé avec Woody Allen. Moi, il m'a pas vraiment choisi. Il y a eu un casting, il m'a choisi dans le casting, mais on ne se connaissait pas. Et je me souviens sur la première expérience sur Midnight in Paris, dans le scénario, il y avait beaucoup d'appartements 1920, de restaurants, d'hôtels. Et il y avait une soirée chez Fitzgerald, et là je me suis dit, bon, je commence à en avoir marre parce qu'on n'en trouve pas tant que ça à réaménager. Et je connaissais le musée des Arts Forains, et comme c'était une fête un peu excentrique, surréaliste, je me suis dit, bon, je l'emmène là-bas sans rien lui dire, mais en essayant de l'amener à choisir, lui, ce lieu. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, on l'a emmené en fin de repérage au musée des Arts Forains. On a fait allumer tous les automates, les manèges et tout ça. Il est rentré, il était surpris parce qu'il connaît bien Paris, mais il ne connaissait pas ce lieu. Et j'ai passé la conversation à lui dire tout ce qu'il y avait dans le scénario. Je lui dis, là, on pourrait mettre un buffet, il pourrait danser à cet endroit-là, je pourrais remettre des lumières et tout. Puis à la fin, il m'a dit, je vais y réfléchir. Et le lendemain matin, il m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas la fête de chez Fitzgerald là-dedans? J'ai dit, c'est une très bonne idée, Woody. Et c'est comme ça. donc ça, on a aussi une influence. Enfin, pour ma part, j'ai eu cette chance avec lui d'avoir une influence sur le scénario. Et les 2 films que j'ai fait après avec lui, il m'a dit, si vous avez une idée, je change le scénario. Et c'est ce qu'on a fait
à Rome et surtout sur Magic in the Moonlight que vous avez vu, dont vous avez vu une partie. Déjà, il tournait jamais en studio. On a fini en studio pour faire ce théâtre. Et ensuite, l'une des plus belles scènes du film se passe dans un observatoire, l'observatoire de Nice, avec la coupole d'Eiffel qui s'ouvre sur le ciel, où il a mis quand même un effet spécial, une petite lune. Et là, la scène se passait dans les bois, il se courait se réfugier sous une voiture. Je me suis dit, c'est quand même un peu banal, et on a trouvé ce lieu magique, et je lui ai proposé avec le directeur de la photo, parce que pour l'éclairer, c'était pas évident. Ah oui, donc là, c'était un décor naturel. Un décor naturel. Et on a recréé un petit univers à l'intérieur, et c'était une des plus belles images du film, et c'est l'affiche, c'est le titre. Non, c'est à Nice, mais c'est l'observatoire de Nice qui est magnifique. Voilà. Donc on a, on essaye de, en fait, on essaye de se mettre dans la tête du réalisateur qui va faire la mise en scène de son film, mais en apportant notre vision, notre propre vision, et ce qui fait la richesse des films, puisque si tous les décorateurs suivaient exactement ce que dit le réalisateur, enfin, c'est bien de désobéir un peu, en fait. Et toi? Alors, moi, je n'ai pas ce rôle-là avec les réalisateurs, mais on pourrait dire avec les commissaires d'exposition, finalement, notre rôle, ça serait plus de... Finalement, toutes ces œuvres qu'on fait entrer dans les fonds, que les personnes ne connaissent pas forcément, enfin, qui font des expositions, c'est de leur dire, il y a ça sur ce sujet, on ne l'a jamais montré, c'est intéressant, en plus, tu peux faire venir la personne qui l'a fait, qui peut en parler, et c'est arrivé souvent, effectivement, qu'on montre des éléments auxquels les personnes arrivaient en n'ayant pas du tout cette idée et repartent avec une autre idée. Oui, ça arrive. Je dirais que c'est le rôle que je peux... Enfin, voilà. C'est pas du tout le même type de métier, on est bien d'accord. C'est une distance qui est importante aussi, même quand on est amené à faire une exposition. On peut ne pas penser à certaines choses. Et parfois même... Là, récemment, sur les projets de série, c'est plus long et avec beaucoup de décors. Souvent, c'est moi qui décide parce qu'ils sont à court d'idées, je crois, sur certains lieux. Je ne sais pas si c'est pareil pour Mimi, mais il y a des moments où on a vraiment la main sur l'aspect visuel du film ou de la série. Parce que ça se tourne plus vite, parce qu'il y a un effet par rapport à la masse au nombre d'épisodes. Moi, je le traite comme un long métrage au niveau artistique, ouais. Mais en point de vue travail, c'est l'équivalent, juste pour Émilie, c'est l'équivalent de 5 longs métrages d'affilée. Donc il y a quelque chose comme 180 décors, ça va très très vite. Voilà. Bonjour. J'aurais une question pour la décoration et le costume. Là, on a vu des exemples qui étaient un peu extravagants ou d'époque ou assez marqués. Je voulais savoir si vous pouvez nous parler d'exemples où plus neutres ou plus simples ou de personnages, de plus de la vie de tous les jours. Comment ça se passe quand on doit un peu moins voir ou que ça doit se faire un peu plus discret le travail sur le décor et le costume. Merci. Bonjour. Alors, ça me fait rire parce que moi, je dis toujours que quand le costume est réussi, il ne se voit pas. Donc, moi, je trouve pas ça très extravagant. J'ai fait pire. J'ai toujours envie d'être crédible. Donc, j'essaye en tout cas de raconter une histoire avec les personnages et les costumes et qu'on y croit et qu'on se balade dans le film, qu'on suive l'histoire sans s'attacher à leur aspect physique. Mais moi, je dis aussi qu'il faut forcément... Enfin, tout est traité à l'image dans tous les cas, et même un contemporain dit neutre ou lambda, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est forcément traité, il y a forcément une volonté, il y a forcément une opinion, il y a forcément une direction artistique. Et la rue, on filme jamais la rue, on fait pas du documentaire, on fait de la fiction. Donc, qui dit fiction, dit traitement de l'image et des idées. Et en fait, moi, je ferai jamais une rue, quoi. J'interviendrai même sur la figuration. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et je trouve pas ça si extravagant. En fait, c'est juste conduire des palettes de couleurs, c'est répondre aux autres départements. C'est plus ça, en fait, notre intervention.
Mais si on n'intervient pas, moi, on ne m'appelle pas, par exemple. Parce que si on m'appelle, c'est pour justement essayer de défendre une esthétique ou une vision artistique du point de vue des personnages, en réalité. Mais encore une fois, c'est raté, donc, parce que normalement, il ne faut pas que ça se voit. Donc voilà, non, moi, voilà, si je peux répondre de cette façon-là, voilà. C'est pareil pour le décor, hein, un décor qui ne se voit pas, c'est un décor réussi. Et dans la dernière série, là... J'ai fait mortel de village, j'ai fait des trucs beaucoup d'infini. Pardon, Alex. Non, c'est pas très grave. Excuse-moi. Là, je voulais dire que, comme Mimi... il y a toujours quelque chose à faire dans un décor. Et si vous regardez la série Emily in Paris, elle est totalement contemporaine. Ben, je vous défie de voir ce qui est fait en studio ou pas, parce que ça c'est aussi le travail de rendre au niveau de la décoration, ce qu'on fait en studio pour des raisons pratiques et aussi des choix de mise en scène. Faut créer l'illusion et ça va être contemporain et ça va être... On ne va pas utiliser un immeuble haussmannien tel qu'il est, on va choisir des matériaux, on va choisir des couleurs, on va choisir des peintures en fonction de la couleur de la peau des acteurs. Il y a tout un processus qui est le même pour un film d'époque que pour un film contemporain. On a répondu à votre question ? C'était ça ? D'accord. Pour compléter, juste parce que c'était une question qui se posait assez souvent, du cinéma noir et blanc vers le cinéma de couleur, avec justement cette réappropriation. Je sais que beaucoup de réalisateurs qui sont passés du noir et blanc à la couleur, il y a eu un grand choc et un grand problème sur comment construire une image en couleur, alors que le noir et blanc était sur des rapports de gris, des rapports de valeur, des masses qui arrivaient et qui constituaient progressivement, avec l'éclairage, la question de la construction de l'image. Et effectivement, la couleur, moi je sais que, par exemple, sur certains films, notamment de Jacques Tati, les gens qui étaient dans l'équipe déco repeignaient les arbres, repeignaient les feuilles des arbres pour avoir la luminescence, mais en accord avec le chef opérateur et avec tout ça. Donc en fait, il y a toujours, même dans le vrai ou le côté je prends un décor lambda, même dans le décor lambda, il fallait repeindre les feuilles. Donc l'élément naturel, réaliste, dès qu'on est dans une fiction, effectivement, je pense qu'il y a cette part d'adaptation qui va jusqu'au bout de l'image et l'atmosphère et la mise en place de cette histoire à l'intérieur du cadre. Et donc... Oui, bonjour. J'avais une petite question par rapport au décor et la relation que vous avez avec le directeur de la photo. Parce que vous avez évoqué juste avant que parfois... c'était un peu compliqué dans certains cas, l'éclairage et tout ça. Et quelle est un peu la clé pour entretenir une bonne relation et tout faire pour avoir un bon résultat? À mon niveau, c'est un peu la même chose qu'avec le réalisateur. J'y pense, moi, au directeur de la photo, dès le départ, même en faisant des repérages, parce qu'il y a plein de choses à prendre en considération. Pouvoir éclairer un décor, s'il n'arrive pas à l'éclairer, c'est pas bon pour moi non plus. Donc c'est une relation très proche. Pour moi, elle est très très proche dès le départ. Et si j'ai un problème avec le directeur ou la directrice de la photo, ça se ressent sur l'image et ça se ressent sur la façon dont je travaille. Donc ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais c'était un cauchemar en fait. Mais c'est vrai qu'on est obligé, mais avec la créatrice des costumes aussi, parce que si on fait un décor d'une certaine couleur et qu'on ne communique pas sur les couleurs qu'on utilise, ça peut clasher avec les costumes. Donc, mais le directeur de la photo avant tout, parce que s'il éclaire mal mes décors, et si je fais des mauvais décors, c'est mauvais pour lui aussi. C'est vraiment c'est love and hate. Du coup, vous partagez plus des maquettes, enfin bien. Okay. Les boards que je fais sont pour ça. On parle de couleurs, on parle de transparence, on parle de réflexion, on parle des miroirs. Il y a plein de directeurs de la photo qui ont peur des miroirs ou du blanc. Ouais, le fameux blanc. Le fameux blanc, mais là j'en ai un, il aime les miroirs et le blanc. Donc, et on s'en sort très très bien. Donc voilà. Merci.
Bonjour, j'aurais aimé savoir sur quel projet vous travaillez actuellement ou prochainement. Enfin, vous parlez justement des miroirs et du blanc. Si c'est pas trop indiscret. Non, pas du tout. Je suis totalement sur la série Emily in Paris pour la 4e saison. Mais la raison pour laquelle je continue avec eux, c'est que c'est vraiment une série pour moi qui est... D'abord, l'espèce de famille qu'on a créée autour de cette série est très sympa. Le showrunner me laisse une liberté totale. Et on a des moyens normaux, mais on a la possibilité de s'exprimer, de voir des lieux incroyables qu'on transforme ou d'inventer des choses. Et moi, ça me plaît avant tout de me faire plaisir sur une série. Donc j'ai attendu toute la grève pour faire celle-là et je suis ravie de la faire. Bonjour. Moi, en fait, j'ai un film qui va sortir là, bientôt, de Pablo Agüero, un Argentin, et c'est un portrait de Saint-Exupéry, ça s'appelle Saint-Ex, et là, je reprends un peu c'est un 1930 inventé et très libre. Voilà, c'est juste pour dire, il y a un film qui sort là, qui n'est pas encore en salle, pour bientôt, et je vais travailler avec Jalil Lesper, mais ça, je peux pas, c'est assez confidentiel pour l'instant, je peux pas en parler avant le mois de mai. Mais je suis déjà en pré-préparation des maquettes et du dossier avec le réalisateur, mais très en direct et très en aparté. Il n'y a pas encore le plus gros de l'équipe. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais savoir, en ce qui concerne la reproduction de décors d'époque ou d'objets ayant existé, ou de costumes officiels comme les armées ou ce genre de choses, est-ce que vous avez des droits à payer, des contrats à signer particuliers pour ce genre de reproduction? Alors, non. Normalement, non, en fait, bon, c'est vrai que sur le principe des films, on préfère s'approprier les vocabulaires et puis travailler avec. Mais moi, je fais assez peu de reconstitution, en fait. Donc, la question s'est pas vraiment posée tout à fait. Mais sinon, je pense que c'est au cas par cas, en fonction des reconstitutions historiques qu'on pourrait avoir à faire, de savoir si on peut ou pas utiliser les choses. Dans le cas de la Marine nationale, pour le Chant du Loup, c'était impossible d'utiliser effectivement les véritables uniformes de la Marine nationale. C'est pour ça qu'on les a retraités. Donc c'est très discret, c'est juste un pas de côté, mais ça se lit pas forcément. Mais il a fallu le faire sur tous les éléments, c'est-à-dire les accessoires, tous les uniformes, tout l'aspect vestimentaire de la Marine nationale. Mais sinon, c'est vraiment dans le cadre d'une reconstitution, quand on veut utiliser des choses, oui, c'est un peu du cas par cas, je dirais, en réalité. Dans les décors, les choses qui nous posent le plus de problèmes en général, c'est tout ce qui est œuvre d'art. Quand c'est contemporain, on a des droits à payer, ou sinon, si on nous les offre, on peut utiliser les œuvres sans les droits. Mais c'est vraiment ça qui nous pose le plus de problèmes. Ou maintenant, des bâtiments. Par exemple, si vous voulez filmer la Tour Eiffel, ça coûte une fortune. Et puis celui qui l'éclaire aussi. Enfin, maintenant, il y a une espèce de surenchère de ben ça, j'ai les droits de ça et les droits de ça pour se faire de l'argent. Donc sur une série comme Émilie, c'est compliqué. Donc on recrée un peu tout. On recrée les graphismes, on recrée les enseignes à la manière d'eux. Et sur des films d'époque, c'est d'un film comme Marie-Antoinette, on est resté très proche de la réalité. Quand c'est des lieux comme Versailles qu'on ne peut pas trop tricher. Mais après, dans d'autres choses, on recrée des éléments à la manière d'eux, en gardant les codes de l'époque, mais en se donnant un petit peu de liberté. Et pour les costumes, je sais que le dernier projet que j'ai fait, c'était sur Christian Dior. Une partie comme la maison Dior était partenaire un petit peu du film, il y a tout un défilé que la créatrice des costumes a été un petit peu obligée de refaire presque à l'identique pour ne pas comment dire, trahir l'esprit de cette dénaturé, oui. Mais sinon c'est souvent, puis on a des interdictions, donc après on passe autour, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de droits à l'image.
Bonjour, j'ai une question sur les questions qui se posent de plus en plus dans le cinéma français et dans le cinéma en général sur les questions écologiques. Est-ce que sur le travail du costume et du décor, comment ces questions impactent ces créations-là, et pas que la création, mais aussi la conservation, j'imagine, de certains éléments. Est-ce qu'il y a une optique de créer, par exemple, des costumes d'époque ou des décors d'époque? Est-ce qu'il y a une question qui se pose de pouvoir les réutiliser sur d'autres projets après? D'une manière générale, comment la question écologique s'applique à ces pans de la création? Alors, ouais, techniquement, oui, on a une implication à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on essaie d'être éco-costume, à tous les niveaux du fonctionnement du département, ça c'est sûr. Et bon voilà, dans notre gestion, dans notre traitement, dans nos patines, effectivement, dans les produits qu'on utilise pour les patines, dans les produits qu'on utilise pour les teintures, dans notre façon de ne pas gaspiller, de ne pas utiliser des plastiques et des choses comme ça. Ça fait très longtemps qu'on a une implication à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Et c'est très revendiqué. On est représenté au costume par une association qui s'appelle l'AFCA. Il y a vraiment un département entier de l'association qui est dédié à ça et qui est un atelier de travail depuis déjà pas mal d'années. Donc ça, oui. Et ensuite, quand il s'agit de se dire qu'on ne va pas reproduire encore un costume, enfin, on ne recycle pas de cette façon-là. C'est-à-dire que nous, on a une façon de travailler multiple. On va entièrement fabriquer un costume, on peut le louer et on peut l'acheter. L'acheter et le transformer. On peut entièrement le fabriquer et le patiner. Et quand on le loue, c'est déjà des costumes qui ont déjà tourné, qui ont déjà existé. Ce sont des stocks et des hangars entiers énormes de costumes que l'on peut choisir d'utiliser pour tel et tel film en les mélangeant à de la fabrication et à de l'achat. Donc c'est déjà une façon de recycler, c'est une façon de réutiliser des choses plusieurs fois, sans les lire de la même façon, en les mélangeant. Donc ça existe, mais après, quant à ce qu'on fabrique, la meilleure façon qu'on ait trouvé d'être un peu correct du point de vue de l'écologie, c'est de les céder ou de les faire retourner dans des hangars de costumes, en tout cas de ne pas les détruire. C'est le seul truc qu'on ait trouvé. Donc nous, à la fin de chaque film, on se pose vraiment la question de savoir qui veut récupérer ça, où ça peut aller, et on essaie effectivement de les faire retourner dans ces hangars. C'est un peu le même processus pour nous à la déco. On a un groupe qui s'appelle Eco-Déco. Et certaines productions sont très conscientes de ça et nous aident. C'est pas simple en décor parce que on est quand même le département qui coûte le plus cher et qui construit beaucoup. Pour ma part, j'ai une équipe qui est consciente de ça, donc on ne fait plus venir des matériaux qui viennent de l'autre bout de la terre, comme le bois par exemple, on essaye de rester sur place. Quand on fait des décors, on essaye comme on peut de toujours recycler. Quand on en détruit un, on l'utilise pour faire un autre décor. Et là, sur les séries, ça fait 4 ans que tous les décors ont été construits de manière à être démontés, stockés et réutilisés. Alors ça coûte moins d'argent, mais c'est un énorme processus qui prend du temps et il faut que les productions soient d'accord pour vous payer 6 semaines après pour démonter correctement, recycler, donner à des ressourceries. Là, on va faire une vente de 3 ans de meublage qui ne sert plus à rien, donc on va faire une brocante et puis après on va donner Emmaüs ou à la Fémis pour que ça soit réutilisé. Mais c'est quand même assez compliqué encore à l'heure actuelle. On commence à avoir des matériaux bien plus éco-responsables, mais ça coûte plus cher pour l'instant. On essaye. Hein. Il y a des éléments qui arrivent à la Cinémathèque aussi, puisque Mimi, tu donnes des costumes. Oui. Et je donne des costumes à la Cinémathèque aussi, voilà. Je vais te donner des décors. Les décors, c'est un problème. Hein. Les petits objets Les petits objets, ouais. Ah. Oui, on a costumes et objets. On a des objets. Oui, tout à fait. Je vais vider mon grenier. Ça devient patrimonial. Bonjour, du coup je voulais vous demander votre rapport avec les maquilleurs et notamment les maquilleurs d'effets spéciaux qui travaillent aussi sur les costumes et sur leur non-considération. Par exemple, on a pu voir au César qu'il n'y a pas de catégorie pour eux alors qu'il y a une catégorie pour les décors et pour les costumes.
Donc c'était pour savoir votre rapport et qu'est-ce que vous en pensez. Bien, on a signé la pétition pour qu'il y ait un César des maquilleurs, effets spéciaux et coiffeurs. Et le rapport, c'est qu'évidemment, moi, quand j'ai eu une récompense, j'ai évidemment partagé ça avec eux, parce que c'est vrai que c'est encore une fois un travail collectif, et sans eux, on ne peut pas tout faire, évidemment, comme on fait là. Et disons que c'est inadmissible, hein, et qu'on espère qu'avec le nouveau mandat et les nouvelles personnes qui vont représenter l'Académie des Césars, on espère vraiment qu'un César de maquilleurs, effets spéciaux, enfin MFX, et puis coiffeur va être créé, ça c'est sûr, hein, c'est indispensable. Mais sinon, en fait, en termes de collaboration, on travaille tout le temps ensemble, tout le temps, dès la préparation, en fait. Hein, donc... Oui, plutôt toi que moi, un petit peu de temps en temps, quand il y a des effets spéciaux. Et c'est vrai qu'ils veulent pas, mais quand j'ai posé la question une fois, ils ont dit que c'est une question de nombre de statuettes et de temps d'antenne, vous vous rendez compte? Parce que je me bats aussi pour l'ensemblier, parce que dans mon métier, il y a personne qui s'occupe de mobilier et des accessoires. En Angleterre ou aux États-Unis, il y a le César du décor, il est couplé avec celui des ensembliers. En France, c'est pour la même raison, ou alors... Je ne connais pas la raison. Mais tout évolue très lentement. En fait, cette année, par exemple, il a été créé vraiment le court-métrage, mais il a été créé aussi le créateur de générique. Par exemple, le grand créateur de générique français, c'est Laurent Brett. Et pour la première fois, c'est reconnu comme un véritable métier, et c'est indispensable aussi à un film, et c'est quand même très spécifique au film aussi à chaque fois. Donc ça vient d'être créé, c'est tout nouveau. Voilà, donc c'est pour dire que ça vient, il y a des choses qui arrivent petit à petit dans la convention collective, donc le droit du travail et les équipes. Par exemple, le régisseur costume existe depuis cette année seulement, alors que c'est un métier qui est fondamental dans mon département. Voilà, c'est des choses comme ça existe. Il faut être combatif à tous les niveaux et surtout de façon constante, mais on a toujours espoir que ça s'arrange. Parce qu'en fait, on ne travaille pas tout seul, hein. On a un titre de chef, de créateur, mais on a tout un orchestre derrière qui nous aide à travailler. Voilà. Je voudrais savoir comment vous y prenez quand il s'agit de créer tout l'univers d'un film qui a un espace-temps qui n'a rien à voir avec le nôtre, soit une anticipation dans 100, 150 ans, soit carrément, je sais pas, de la science-fiction ou quoi, pour quelque chose qui soit innovant et qui ne reprenne pas nécessairement les codes. Est-ce qu'il y a, à quel point c'est difficile ou pas de faire quelque chose de complètement nouveau? J'aimerais bien, mais j'ai jamais eu l'occasion. Mais je me dis que faut puiser. Moi, ce que je me dis, c'est que j'essayerais de puiser dans la nature, dans en fait tout ce qui nous nourrit, les expos, les films, la peinture, la photo, et avec tout ça ingurgiter tout un truc et essayer de faire monter quelque chose d'original de l'intérieur de moi. Mais je l'ai jamais eu vraiment à le faire. Mais je pense que c'est compliqué, tout a été fait. Il faut juste réinterpréter et à sa propre manière. Mais moi, j'adorerais faire ça, en fait. En tout cas, par exemple, Immortel de Bilal ou même Nikita ou Le Chant du Loup, c'est des exemples d'anticipation. Et le travail est le même, voilà, que pour tous les films, c'est-à-dire qu'il faut traduire la vision du réalisateur, analyser et penser et imaginer, surtout faire vraiment preuve d'imagination par rapport à ce qu'il souhaite raconter. On raconte une histoire de toutes les façons, même si on est en anticipation. Et effectivement, il faut construire une iconographie, il faut dessiner, il faut enrichir la vision du réalisateur avec des références visuelles. Il faut essayer de traduire tout ça avec des références visuelles qui nous plaisent, qui nous inspirent, et essayer de faire un travail cohérent cinématographique, c'est-à-dire libre et juste et cinématographique, que ce soit de l'anticipation ou pas, c'est quasiment le même processus, c'est-à-dire qu'au départ de la préparation, il y a l'iconographie, il y a la recherche, il y a le dessin,
il y a la traduction des idées, il y a l'imagination, il y a tout ça qui se met en route et il faut être capable de suggérer des choses. Et, par exemple, sur Immortel, la difficulté réelle a été qu'il y avait de la 2D, de la 3D, du rotoscopé. C'était très nouveau à l'époque. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y avait... la difficulté était de ne pas foncer quand on c'était de la 3D ou du rotoscopé dans un catalogue de fous en se disant on peut tout faire, du galucha, du machin, du truc. Et que quand on était en 2D, on était limité. Donc il fallait essayer de mixer ça pour donner une cohérence à tous ces personnages qui étaient quand même différents à l'image, traités différemment à l'image. Et ça vient d'un travail, c'est ce que je dis tout le temps, il faut énormément travailler, très en amont, et travailler encore, mais vraiment énormément, pour être sûr que les idées... passeront, que l'iconographie est juste, que les dessins sont intéressants, que les personnages vont exister. Il faut vraiment se creuser la cervelle pour que les choses existent. Et ça, c'est forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein, de toutes les façons. Mais c'est quasiment un processus analogue aux autres films, en fait. Après, moi, je fais confiance à mon intuition et Il y a certains moments où vous regardez quelque chose dans la rue où il y a un petit détail qui vous attire l'œil et là vous vous dites ça, je vais réutiliser d'une autre manière et ça va faire votre démarrage d'un décor et en fait c'est rien, c'est la patte d'un oiseau, c'est un dessin sur un arbre comme ça et là le processus de création se met en route et hop, crayonner, puis d'un seul coup, c'est ça. Mais comme le dit Mimi, c'est tout un travail. Déjà, apprendre à voir et à observer et se nourrir en restant chez soi à rien faire, je suis pas sûre que ça marche. Il faut beaucoup travailler. C'est des métiers qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et du travail solitaire et du travail collectif. Mais ça, c'est une dimension qu'on ne peut pas zapper. C'est-à-dire... même si on est génial, même si on est doué, même si on a beaucoup d'imagination. Et c'est sûr que ces métiers-là, c'est l'imagination au pouvoir. Hein. Mais dans tous les cas, c'est un travail énorme, énorme. Dessiner, c'est très long. Imaginer, c'est très long. Convaincre, c'est très long. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de travail. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais plus on travaille, plus on trouve. Hein. Donc, par rapport au fait, dans votre question, de parler d'originalité ou de proposer quelque chose de nouveau, plus on cherche, plus on trouve. Et sur Bilal, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une bande dessinée, et la bande dessinée était trop 80. Il fallait donc l'amener à de la modernité. Il fallait, dans tous les cas, pas appliquer la bande dessinée. Il fallait se servir de l'univers d'Enki Bilal, mais il fallait être capable de lui proposer quelque chose de plus intemporel, encore une fois, et pas daté avec La Femme Piège ou la trilogie Nicopole. Il fallait mixer tout ça, synthétiser tout ça et amener autre chose parce que c'était du coup devenu un film. C'est un peu comme le travail qui avait été fait sur Les Beaux Gosses de Riyad Satouf. Ça, c'est de l'humour, on est d'accord, c'est pas de l'anticipation. Mais de la même façon, ça venait d'une bande dessinée, donc il fallait être capable de traduire l'univers de Riyad Satouf. Mais le faire exister, et faire exister, c'est énormément de travail, effectivement, mais c'est pas forcément dans le but d'être original. C'est en tout cas déjà le faire exister et que ça soit au plus fidèle, c'est déjà énorme. Merci. Et ce que je voulais juste te dire, c'est qu'on peut servir des archives pour... Oui, exactement. Valérie Valero, elle est venue il n'y a pas très longtemps faire des recherches, elle travaillait sur Maria Schneider et le Dernier Tango à Paris, elle est venue consulter le scénario pour recréer un univers. Et toutes ces archives visuelles, graphiques, moi je milite toujours pour que les réalisateurs, tout le monde peut s'en nourrir. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément refaire ce qui a déjà été fait. Par exemple, pour Star Wars, on a le storyboard, et le storyboard, il n'est pas du tout dessiné de la même manière dont le film a été fait. Donc, ça peut être aussi des éléments qui peuvent être intéressants pour vous, si vous voulez avoir des métiers de création dans le cinéma. Justement, sur la question du storyboard, est-ce que, parce qu'il y a certaines manières de travailler, certains réalisateurs qui vont laisser le storyboard, parce que maintenant ça prend une place déjà aux États-Unis, mais en France aussi, est-ce que vous êtes parfois amené à rediscuter ou être coincé par cette image qui cristallise un peu la question du futur film et qui, en fonction du réalisateur, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui résistent au storyboard
très souvent, c'est les producteurs qui le demandent, en tout cas, et pas forcément une demande du cinéaste. Est-ce qu'il y a ce travail aussi de collaboration avec ce qui a pu se passer dans le storyboard, ou est-ce que vous avez, et grâce au réalisateur aussi, un libre champ et une augmentation à la question de ce qui aurait pu être un moment posé? Je sais pas, c'est... Le storyboard, c'est un outil de travail souvent pour eux, pour leur mise en scène, pour découper et tout ça. Moi, j'ai rarement été coincée par un storyboard. Ils sont pas assez détaillés au niveau du décor. Ou alors on va me demander le décor pour pouvoir l'intégrer dans le storyboard. C'est plutôt les illustrations en décor qui peuvent être pièges pour nous. Quand la production fait faire des concepts, des scènes conceptuelles à des personnes qui vont pas du tout être sur l'équipe. Après, là, ça peut être un piège. Mais moi, je fais des illustrations, mais qui débordent un peu du cadre. C'est une image qui sera juste dans le format et dans la focale, mais un peu déborde du cadre pour qu'on me dise pas, là, la pomme rouge, pourquoi elle est verte? Voilà, c'est un peu ces petits détails. Il y en a qui sont plus pointilleux que les gens avec qui je travaille, en fait. Moi, je travaille avec des réalisateurs comme aussi Florent Emilio Siri ou Albert Dupontel ou tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé vraiment récemment. Ils storyboardent tout. C'est pas la production, c'est le réalisateur qui demande à storyboarder. Et c'est vrai que c'est plus un travail de cadre. C'est plus un travail de cadre et de découpage par rapport au scénario qu'un travail qui me donne des détails sur les personnages et les costumes. Et en général, je travaille avec le dessinateur du storyboard pour que, effectivement, les personnages représentés dans le storyboard correspondent à minima à ce qu'on va faire. Je le sais pas toujours, puisque moi, les costumes interviennent qu'à la fin. Enfin, je sais pas dès le départ comment ils vont être habillés. C'est pas du tout mon principe, c'est d'identifier le personnage, et le costume, je le trouve qu'après. Mais effectivement, ça m'a jamais coincé. En revanche, c'est très instructif, effectivement, techniquement, pour nous, de connaître les cadres de travail et le découpage. Ça, c'est vachement important. Mais ça sera jamais suffisant pour se tabler là-dessus pour nous au costume, en tous les cas. Merci infiniment, c'est vraiment une parole absolument passionnante. Alors, j'en profite pour vous poser une question un peu large à toutes les trois. On insiste beaucoup avec nos étudiants sur les stages et aussi sur les rencontres. Et donc, j'ai une curiosité, j'aimerais savoir, parmi toutes les rencontres que vous avez pu faire au cours de votre carrière, quelle a été peut-être la rencontre qui vous vient comme ça, où vous avez vraiment, qui a marqué quelque chose dans votre appréhension du métier? Celle qui vous vient, je dirais, en premier, parce qu'on se doute que chaque cinéaste va produire quelque chose, mais voilà, j'avais envie de vous entendre là-dessus. Moi, c'est la rencontre avec un décorateur, en fait, avec un monsieur qui s'appelle Rick Carter, qui est décorateur de Spielberg, de Zemeckis, d'Avatar, de Star Wars, enfin, c'est un grand monsieur, mais wow. Oui. Et quand je l'ai rencontré, il m'a pris comme assistante sur Munich, et c'est avec lui que j'ai tout appris, mais j'ai appris aussi à transmettre. Parce que la première fois, alors je l'ai rencontré sur Munich, après j'ai fait le Woody Allen qui est parti aux Oscars, donc je me suis retrouvée avec lui aux Oscars, il était nommé aussi. Mais là, quand je suis arrivée là-bas, il m'a dit « Viens, il va falloir que tu ailles parler à mes élèves à l'école ». Et là, la première fois que je me suis retrouvée face à des jeunes qui étaient en demande. Et c'est là que je me suis dit « Mais je vais faire comme lui ». Donc maintenant, je suis toujours à la Fémis, mais ça vient de lui, il m'a montré que le travail de décorateur était un travail collectif, parce qu'il a partagé son Oscar pour Avatar avec celui qui faisait les effets visuels, et que il fallait continuer d'abord à transmettre. Et là, en ce moment, il est à fond dans l'intelligence artificielle, il me balance des trucs. Il n'en a pas du tout peur, il a plus de 70 ans, et donc c'est vraiment un modèle pour moi, voilà. Non, un truc.
Non, un modèle. Non, moi, c'est des rencontres, c'est les stages, en fait. Et du fil en aiguille, tu rencontres des gens et les choses se font hyper logiquement, en fait. Une personne qui vous a éclairé sur... Moi, j'ai fait un stage au Cahier du cinéma, j'avais 20 ans, et je pense que j'avais l'impression que j'avais ouvert un sésame. C'était pas du tout mon univers culturel, et j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Et ensuite, effectivement, les choses ont évolué. J'étais dans une photothèque, et comme j'étais très liée au dessin, c'est ce que je voulais faire à la Cinémathèque. Ça, c'est vrai que m'occuper des dessins, c'était ce que je voulais. Moi, je peux dire qu'effectivement, en démarrant sur le Grand Bleu, avec un film qui a duré 2 ans, entre la préparation qui a été extra longue, le tournage qui a duré 9 mois, ou des choses comme ça, un plateau de dingue, un plateau complètement dingue, quoi. Disons que ça, c'est vrai que c'est fondateur, parce que ça a été la découverte du métier par la grande porte, et la découverte d'un réalisateur passionné et complètement fou de ça. Donc c'est peut-être ça, mais moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur chaque projet, on est très obsédé par le projet et très amoureux du projet. Moi je tombe très amoureuse du projet et ça confine à l'obsession. Mais à chaque projet, c'est ça finalement, on est mordu. Donc en fait, c'est vrai que un peu tous les réalisateurs que l'on rencontre, et même quand on les connaît, à chaque projet, c'est une nouvelle façon de travailler avec eux. Donc moi j'ai toujours du mal à choisir et à dire ça m'a mon film préféré ou mon projet préféré ou mon plateau préféré. J'ai vraiment du mal, mais disons que oui, ce qui a été fondateur, c'est peut-être la découverte d'un plateau de dingue avec 1 an et demi de préparation, 9 mois de tournage, des trucs, c'est assez fun, on va dire, de toutes les façons, assez particulier, quoi. Mais sinon, oui, on est très amoureux des projets qu'on fait, on tombe amoureux, sinon on le fait pas, hein, parce que c'est quand même je ne vais pas dire que c'est ingrat, mais c'est quand même difficile comme métier. Et donc, il faut être vraiment amoureux du projet. Donc, c'est un des côtés les plus passionnants pour moi, c'est les rencontres qu'on fait avec ce métier. Je crois que, je ne sais pas s'il y a d'autres métiers où c'est aussi enrichissant, mais partout où on va, dans les pays différents où on va, on rencontre des gens incroyables. Au milieu du désert, on va rencontrer quelqu'un. C'est vraiment un métier où on rencontre plein de gens, c'est passionnant. Et qui demande en même temps une grande souplesse, surtout vous qui naviguez entre les États-Unis, la France. C'est pas, j'imagine, les mêmes méthodes de tournage, les mêmes prépas, les mêmes budgets. Je navigue pas avec les États-Unis, mais je fais des films anglo-saxons. Et c'est vrai que c'est un peu différent du système français, mais en même temps, on fait tous des films. Et je fais plein de courts-métrages sans un rond pour me remettre apprenti. Vous avez parlé tout à l'heure du métier de régisseur d'œuvre. J'avais une question concernant le métier de restauration des œuvres. Comment ça se passe, par quelle voie on pourrait s'orienter vers là et voilà. La restauration des œuvres, c'est enseigné par une école qui s'appelle l'INP, l'Institut national du patrimoine. Et donc, il y a plusieurs spécialités. Moi, je travaille avec les régisseurs art graphique, donc qui travaillent sur les supports papier. Ensuite, il y a des restaurateurs peinture, photo, métal, art du feu. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut passer un concours à l'INP, un concours qui est assez difficile, souvent qui est préparé par le biais de l'école du Louvre. Alors pour les conservateurs, c'est sûr, pour les restaurateurs, je ne suis pas 100% sûre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se prépare. Et si vous êtes intéressé, je peux vous donner des noms de restaurateurs avec qui on travaille régulièrement, puisque la Cinémathèque n'a pas en son sein des restaurateurs. On travaille avec des restaurateurs indépendants. Donc effectivement, on suit les restaurations des œuvres, on doit savoir ce qu'on veut, enfin, il faut connaître des choses, mais c'est eux qui font le travail. Donc c'est l'INP, Institut national du patrimoine. Ils ont des portes, ils font les journées du patrimoine tous les ans, en septembre. Et c'est à Aubervilliers. C'est au métro 4 chemins. Ça, c'est tout. Et après, il faut marcher un bon moment. Mais c'est tout. Je viendrai vous chercher à la sortie du métro. Il faut être très, très motivé. En tout cas, je vais vous remercier toutes les trois. Merci de ces bels échanges avec nos étudiants.